Très bien dit, à manipuler avec précaution, Cybèle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben oui, je t'ai vu souvent manipuler des tasses, faire de la jonglerie avec de la porcelaine, puis tu étais vraiment très, très précis. Je te remercie. Ouais. Alors, tu sais que cette semaine, on a toujours des politiciens invités. J'ai invité tous les partis. Certains sont pas venus. D'autres ont fait « Hey, j'y vais. » Et non seulement j'y vais, mais je veux revenir. Ben oui. On a eu de tout le monde. Martine Ouellette, Éric Duhem, Monsef Oui, tu crées un climat, une expérience qui est agréable dans ce beau salon. Ils sont tous partants si on décide de les réinviter la semaine prochaine, ce qui pourrait être fort intéressant. Et là, c'est au tour de la CAQ. Avec mon ami Sylvain Lévesque. Je dis ami parce que c'est vrai, on s'est connus en faisant de la radio à Québec. Exact. Donc, on est des chums. Ça veut pas dire qu'on est complaisants comme à l'habitude selon ce qu'on va parler aujourd'hui. Il faut pas. Donc, toi, t'es député élu. Ça fait 2 mandats dans Chauveau. Donc, c'est Le Bourgneuf, c'est dans la région de Québec. En fait, c'est ça. C'est mon 3e mandat, j'en ai eu un de 2012 à 2014 dans Vanier-les-Rivières, qui est le secteur de Le Bourgneuf, comme tu viens de dire, Vanier-du-Berger-les-Saules. Mais maintenant, là, c'est le nord de la ville de Québec. Ouais. Pour bien situer tout le monde de Québec, là, puis du Québec au complet, là, c'est Stoneham, Lac-Beauport, Saint-Émile, tu sais, le nord, là, tout ce qui est au nord de l'autoroute de la capitale, mais encore plus haut. Là. Fait que c'est quartier, tu sais, c'est comme si on était à Saint-Jovite, à Mont-Tremblant, mais à 20 minutes du centre-ville. Je te suis. Bon, magnifique. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est... On n'inventera pas rien, là. La CAQ a déjà été... Tu sais, quand on jouait dans la cour d'école, au primaire, on jouait au Roi de la Montagne. La CAQ, à son premier mandat, c'était vraiment... C'est eux autres qui tiraient des mottes dans la gueule de tout le monde, là. Ouais. Et tout à coup, pout, il y a eu le 2e mandat, ça va bien, mais là, celui-là, c'est plus tough. Mais vraiment, les sondages le disent. Et en même temps, le Parti libéral qu'on croyait mort et enterré, ou presque, tout à coup, pouf. C'est quoi la réaction à l'interne d'un gars comme toi qui a été élu par la CAQ puis qui vit une insatisfaction claire? Tu peux pas me dire « Non, Marc, c'est dans ta tête, là, on se comprend. » pas ça. Non. Comment ça se vit quand on est député puis qu'on est pour un parti qui est au pouvoir, mais qui a le vent d'en face manifestement? Écoute, je suis convaincu que tout le monde, dans les membres, soit des petits personnels, parce qu'il y a des employés qui travaillent pour la formation politique, le gouvernement élu, là. Donc, il y a ce monde-là, il y a les députés eux-mêmes, les ministres eux-mêmes. Je suis convaincu que tout le monde peut le vivre différemment. Je vais te parler de mon cas à moi. Parce que moi, j'ai quand même 6 campagne électorale dans le corps. Ça n'a pas l'air de ça, mais j'ai commencé ma première élection. Pourquoi j'ai connu. Tu dis, ça a pas l'air non, mais ça n'a pas l'air de ça parce que vite de même à l'œil, je peux pas dire que c'est si flagrant que ça. Peut-être 5. Quand tu regardes ça, peut-être 5, mais quand tu regardes ça, c'est parce qu'il y a des gens que ça fait très longtemps qu'ils sont députés, donc on se dit, hey, ça fait longtemps. Je pense comme un Pascal Bérubé au Parti québécois, tu sais. Il est là depuis longtemps, mais j'ai autant de campagne électorale que lui, tu sais. Je te suis. Fait que ça fait qu'à la fin, j'en ai perdu 3. OK. J'en ai gagné 3. OK. Donc, l'expérience que j'ai de vivre avec des sondages très bas, je connais ça. Okay. Et la politique, je l'analyse. J'ai été chroniqueur politique pendant plusieurs années. C'est là qu'on s'est connus. Et Marc, c'est normal en politique qu'il y ait des cycles. Qu'à un moment donné, tu peux pas rester en haut de la montagne tout le temps. Puis il y a aussi un phénomène que soit que ton parti un jour peut disparaître, c'est arrivé dans des formations politiques, puis il y en a d'autres qui se relèvent à un moment donné. Le PQ, là, il y a à peine 3 ans, il était à 9%. Oui. Là, ça va bien pour eux. Oui. Puis tout le monde qui suit le milieu politique ou qui aime ça, juste pour le regarder de côté, va tout se rappeler là, que la fin de Bernard Landry, Lucien Bouchard et Bernard Landry, ça avait été dur. Le 15 ans libéral, c'est terminé, ça a été difficile. Fait que c'est un défi quotidien. Mais honnêtement, trop regarder les sondages trop rapidement... Moi, je dis, prenez votre gaz égal. Puis en plus, on a vu... Ouais, tu aimes me parler de gaz en plus. Mais sincèrement, la façon la plus claire de le démontrer, de ce que je suis en train de vous dire, qu'il ne faut pas paniquer. Oui, il faut le prendre au sérieux. Il faut surtout continuer à faire sa job comme du monde. Mais... il y a à peine quelques mois, le Parti libéral du Canada était à terre. Tout le monde était sûr. C'était fini. C'était fini. Il allait même être derrière le Bloc québécois en termes de nombre de députés. Eux autres, ils présentent du monde de Vancouver à Saint-Jean-Terre-Neuve, puis le Bloc québécois en présente juste au Québec, puis il allait avoir plus de députés, selon les estimations du Bloc, que des libéraux. Oui. Puis regarde aujourd'hui, 5 mois après, Mark Carney est là, à 1 ou 2 députés d'être majoritaire. Majoritaire après... Pourquoi tu dis Mark Carney, là? Mark Carney, premier ministre du Canada. Oui. Donc, mais il y a avant, c'était Justin Trudeau. Oui. Non, je comprends. Tu donnes un autre exemple. Parce que moi, tantôt, je te parlais des libéraux du Québec. Oui, je sais que tu me parlais de ça. Scrap. Mais je veux te démontrer que la politique,
en te donnant cet exemple-là, que ça peut changer d'un claquement de doigts. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un nouveau député qui a peu d'expérience, que son plus petit sondage qu'il a vécu, c'est l'élection de 2002, où il y avait 2022 où on était à 40-41%, qu'aujourd'hui, quand il regarde le sondage, ça va mal. Alors, je te relance sur quelque chose. Vas-y. Lors de la dernière élection présidentielle en France, OK, Éric Zemmour était à 17%. Techniquement, les gens disaient que ça va être lui au deuxième tour. Ou du moins, on était sûr qu'elle allait être au premier tour. Tout à fait. Paf, guerre en Ukraine. Et arrive ce qu'on appelle l'effet drapeau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est normal, c'est démontré au fil des décennies. Les gens votent habituellement pour le président au pouvoir. OK, ça, c'est l'explication qui est dit. C'est quoi, d'après toi, qui fait qu'actuellement, pour la CAQ, c'est très difficile dans les sondages? Est-ce que c'est un facteur externe ou c'est des décisions puis des choses qui ont été faites à la CAQ? Ben, il y a une combinaison de plusieurs éléments, c'est sûr et certain. Quand tu es là longtemps, tu es un peu associé à la situation. Positivement et négativement, je tiens à le dire. Quand la situation économique est plus difficile, même si on ne veut pas l'entendre, il est réel que la pandémie a été difficile. Elle a coûté cher, ne serait-ce qu'en traitement, tous les éléments médicaux, les pertes de revenus, il y a moins d'entrée d'argent dans un gouvernement. Il y a aussi la situation économique, l'incertitude qu'on peut vivre avec M. Trump, il peut y avoir des pertes d'emploi, il y a une morosité qui s'installe. Donc, tous ceux et celles qui représentent au moment où la situation est dure, le pouvoir, vont devenir nécessairement les responsables, l'image, la frustration, la colère, ça prend quelque chose pour se défouler. Puis le gouvernement en place est souvent la cible. Donc, on le voit, regarde le fédéral, c'était M. Trudeau, il a été victime de ça. Le monde était frustré. As-tu pris 100% des bonnes décisions? Personne ne prend que des bonnes décisions. Même dans nos propres familles, on ne prend pas que des bonnes décisions. Donc, comme moi, je regrette déjà que tu sois venu. Là. Tu regrettes déjà? Fait que, tu ben moi, je regrette pas. Je suis content d'être avec toi. C'est des blagues. Mais puis là, tu regardes l'époque de Biden aux États-Unis. Si Biden restait, je pense que même des États traditionnellement démocrates auraient voté républicain. Kamala Harris est arrivée. Oh, on change la tête, on change la face. Ça a changé de quoi? Fait que tu sais jamais la conjoncture, mais ça explique une partie de la réponse. Le 8 ans de la CAQ, qui est 7 ans maintenant, c'est normal. Il peut avoir un bout d'usure puis qui est tout à fait normal. Je t'ai donné des exemples provinciaux. Là. Le PQ l'a vécu. Les libéraux l'ont vécu. Tous les partis politiques vivent ça. La mairesse de Montréal est bien moins populaire qu'elle l'a déjà été. Puis, tu sais, c'est normal. Elle aussi, elle a une usure de pouvoir. Maintenant, y a-tu toutes des décisions parfaites de la CAQ? C'est sûr que non. On essaye toujours d'être parfait. Mais écoute, la baguette magique existe. On a l'impression que l'effet domino, en tout cas à Montréal peut-être moins, mais vu que moi, j'ai fait de la radio à Québec pendant quand même, ça fait, je sais pas, moi, depuis 2013, là, c'est là qu'on s'est connus là. Le troisième lien, on a vraiment l'impression que ça a été un peu le départ de « hop là, on n'est pas content, puis il y a quelque chose ». Le troisième lien, là, si tu demandes mon avis, ça a l'air comme de quelqu'un qui s'est fait faire un tatou puis qui passe le restant de son existence à essayer de le justifier là, en disant « non, j'essaie de l'enlever, mais là, finalement, il est encore là ». C'est quoi ton évaluation de ce dossier-là auprès de la population? Je te dis pas on peut pas dire c'est bon, c'est mauvais, là, c'est chacun selon. Mais je te dis juste la population dans la région de Québec, entre autres, puis surtout l'effet ici à Montréal. Ben, tu sais, à Québec, c'est un gros sujet. Est-ce que ça a envoyé un signal? Parce que c'est repris quand même ici, hein, dans les journaux, là, ils en parlent à la mort du troisième lien. Ça a-tu un effet, d'après toi, de domino sur la CAQ ci, la CAQ ça? Ben, il faut le voir en deux temps. m'a parlé mettons, de l'élection de la CAQ en 2018 jusqu'à l'élection de 2022, même on peut déborder jusqu'en 2023. Oui. Le dossier du troisième lien était débattu négativement à tous les jours à l'Assemblée nationale, Québec solidaire, PQ, libéraux, contre le troisième lien. Okay. À tous les jours ou presque, j'étais là, je le voyais, poser des questions. Résultat des courses, élection de 2022. La CAQ fait, malgré, même au débat des chefs, rappelez-vous. Fait que là, vous allez dire, il n'est pas en train de nous passer une cassette, là. On se faisait poser des questions par Gabriel Nadeau-Dubois, par les collègues de l'opposition. Résultat des courses, la CAQ a fait un meilleur score en 2022 qu'en 2018. Est-ce que le troisième lien a eu un impact négatif sur le résultat de la CAQ? 0 point barre, je retiens 0. 0-0. Maintenant, après, en 2023, il y a eu une décision qui a été prise de reculer sur le troisième lien et quelques mois plus tard, il y a eu on a ramené le projet. Je pense que l'erreur a été là.
c'est qu'il y a eu une décision, je sais pas pourquoi, puis honnêtement, c'est pas des questions qui sont nécessairement discutées qu'un caucus, là. Oui, je te mais sais. l'exécutif, c'est l'exécutif. Il y a une différence entre le Conseil des ministres et le premier ministre puis les députés. On est là pour influencer, amener notre point de vue, contribuer, mais évidemment qu'on prend pas des décisions toujours à 90, là. Fait qu'il y a eu une décision de prise. Selon moi, cette décision-là a été rapide. Puis la bonne décision, c'était de le ramener. Parce que quiconque vit dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, dans ce grand ensemble-là, va comprendre qu'un troisième lien, tantôt quand je me suis envenu pour venir ici à Montréal, là, je regardais de l'autre côté là, pour traverser le pont de Québec puis le pont Pierre-Laporte, là, c'était congestionné puis on parle de 7 heures du matin. Fait que, tu sais, évidemment que le troisième lien avec un pont vieillissant comme le pont La-Porte, qui a quand même une 50aine d'années. Le pont de Québec, qui est un pont un peu comme le pont Victoria à Montréal. Là. Tu sais, c'est tout petit. C'est pas un pont qui peut contenir beaucoup. Fait que la population de Québec a beaucoup augmenté depuis 5 ans, puis je te fais une promesse que ça baissera pas en population dans les 20, 30, 40 prochaines années. Fait que Québec a besoin d'un troisième lien, ne serait-ce que pour ça. Puis en plus, probablement, pour améliorer les voies. Fait qu'à Montréal, je le comprends que les gens de Montréal ou d'ailleurs se disent « Hey, il n'y a pas besoin de ce projet-là. » La même affaire que le monde de Québec, des fois, quand ils regardent des investissements pour le métro, se posent des questions, as-tu besoin de ça? Mais quand tu le vis pas et tu n'as pas besoin au quotidien, ta réaction négative, c'est une chose. Moi, j'ai toujours posé cette question-là, Marc, puis jamais personne n'a voulu me répondre. Si ajouter un pont, c'est pas utile. Quel pont à Montréal que je peux enlever? Puis ça n'aura pas d'impact. Parce que si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Ça, je suis d'accord. Fait que, est-ce que le pont Jacques-Cartier, je peux l'enlever? Ben non. Le pont Tunnel? Ben non. Est-ce que j'enlève le pont L'Île-aux-Tours? Ben non. Le pont Mercier, il est un petit peu moins utilisé, celui-là, que les autres? Oui. Non. Le pont Victoria, non. Il reste que donnez-moi un, là. Ouais, non, je comprends ce que tu dis, mais il reste que règle générale, ça a été étudié, ça date même, je m'en souviens, j'en ai parlé en chronique, c'était l'Université de Toronto qui avait fait ça en 2002, où il avait prouvé une dynamique, c'est-à-dire que quand tu rajoutes des voies praticables, même pas juste des ponts, tu dis, hey, on va faire une nouvelle autoroute, ça rajoute juste du trafic, ça en enlève pas. En voulant dire que quelqu'un qui, par exemple, disait, moi, je prenais l'autobus, il va se dire, hey, il y a maintenant une nouvelle autoroute, et il prend. Ça, c'est démontré. Ça fait que ton argument, je comprends, là, puis la logique, là, c'est genre, OK, bye, on s'en va au lunch. La réalité, c'est que quand tu rajoutes des voies praticables, c'est rare, pour pas dire jamais, ça change quoi que ce soit sur le trafic comme tel. Ça enlève pas que ce que tu dis fait du sens. Surtout, j'adore ton exemple disant, si on enlève un pont, ça ne changera rien. On sait bien qu'à quelque part, là, c'est le bordel. Marc, la population... Mais ce que je te dis, c'est pas moi qui l'invente, Sylvain. Là. Non, mais, tu sais, cette analyse-là, à un moment donné, c'est correct de regarder comment est fait Québec. Tu peux pas faire passer un autobus qui va partir du bout de Lévis, de le faire passer sur le pont Pierre-Laporte, puis penser qu'après ça, il va aller travailler à Colline parlementaire dans le centre-ville de Québec, puis que, oui, le transport en commun, c'est fantastique à Québec. Si tu rajoutes le troisième lien où le parcours est prévu, là, puis là, je sais que c'est pas tout le monde qui connaît bien Québec, mais ça se rapproche beaucoup de centre-ville à centre-ville. À ce moment-là, tu es capable d'avoir un transport en commun qui fait du sens, qui va traverser de Lévis à Québec, puis que là, ça va raccourcir énormément, puis ça va inciter des gens. C'est pas le premier objectif, mais c'est un objectif avantageux. L'autre élément, quand tu regardes la grande région de Québec, puis c'est sûr que la population va continuer à grossir. Fait que si tu la regardes sur 10, 15, 20 ans, ben oui, il va y avoir des nouveaux autos, parce qu'il y a plus de monde. On va continuer cette très intéressante discussion plus tard.